Si vous voulez arrêter Vladimir Poutine, vous avez besoin d'armes nucléaires. C'est une leçon que l'on entend souvent à propos de la guerre en Ukraine. Mais pour l'Europe de l'Est, cela suscite aussitôt des inquiétudes. Avec un fossé transatlantique qui se creuse, beaucoup remettent en question l'utilité de l'énorme stock américain. Ainsi, d'où l'intérêt actuel. Des efforts délibérés de la France non seulement pour étendre sa couverture nucléaire plus à l'Est, mais aussi pour augmenter tout simplement le nombre de ses armes nucléaires. Juste quelques questions. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que cela fera quelque chose que le système américain ne fait pas? Eh bien oui, peut-être que ça va marcher, et peut-être que ce sera plus durable que le système américain. L'effet dissuasif principal viendra du partage nucléaire, qui permet à la Pologne de renforcer sa force conventionnelle. Oui, nous assistons à une nouvelle victoire pour la sécurité collective. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous commencerons par un aperçu des objectifs de la France avec son nouveau système nucléaire. Je vais ensuite expliquer pourquoi ce résultat était prévisible depuis des mois. Nous changerons ensuite de sujet pour comparer l'effort français au système américain déjà présent en Europe. Enfin, nous examinerons la crédibilité du système américain sur le long terme. Commençons notre discussion par les actions de la France. En réalité, l'origine du nouveau plan remonte à plus d'un an, à une annonce de mars 2025 où Macron a exprimé sa volonté d'ouvrir le débat sur l'extension du parapluie nucléaire français aux régions orientales de l'Europe. C'était sans aucun doute une réponse à la nouvelle donne sous Trump. La crise dans le bureau ovale et la conversation à propos des cartes n'avaient eu lieu qu'une semaine plus tôt, et l'inquiétude en Europe concernant la position des États-Unis était à son comble. La France n'était pas la seule à douter de l'engagement transatlantique de la Maison-Blanche. La réponse nucléaire de la France n'était pas surprenante. Cela tient à la raison initiale de la possession d'armes nucléaires par le pays. Il y a bien longtemps, sous l'administration Eisenhower, la France a testé sa première arme nucléaire, craignant que les États-Unis ne soient bien pas prêts à sacrifier New York pour sauver Paris. Gardez à l'esprit que cela se passait sous la présidence d'un homme qui a commandé le débarquement de Normandie pour libérer la France. On peut simplement dire que De Gaulle a toujours été très préoccupé par la crédibilité dans l'Alliance. La différence majeure avec aujourd'hui est que la menace est beaucoup plus distante. Pendant la guerre froide, seule l'Allemagne de l'Ouest séparait la France du rideau de fer. Aujourd'hui, il faut traverser l'ex-Allemagne de l'Est, la Pologne, puis les pays baltes ou la Biélorussie pour rejoindre la Russie. Désolé Kaliningrad, tu ne peux pas jouer. Pour rendre crédible toute promesse d'utiliser des armes nucléaires pour défendre les alliés de l'Est, la France devra orienter ses déploiements nucléaires en ce sens. Avançons d'un an jusqu'en mars 2026 et nous avons commencé à voir à quoi cela ressemblerait. La France prévoit effectivement de déployer des armes nucléaires plus à l'Est et ailleurs. Les partenaires du programme jusqu'à présent incluent l'Allemagne, la Pologne, les Pays-Bas, la Belgique, la Grèce, la Suède et le Danemark. Cela demandera à la France un investissement important, non seulement pour déployer des forces nucléaires dans ces lieux, mais aussi pour développer le programme. La France ne possède qu'environ 300 armes nucléaires, une quantité dérisoire comparée aux 4400 de la Russie et aux 3700 des États-Unis. Ainsi, la France devra produire plus d'ogives nucléaires. Mais en parlant d'options nucléaires, la vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par Incogni. Si vous n'aimez pas l'idée que vos informations personnelles traînent sur Internet, attendant que des personnes malveillantes en profitent, alors Incogni est l'outil qu'il vous faut. Et même si Incogni n'est pas techniquement la 10e puissance nucléaire mondiale, ils ont tout de même des marteaux au sens figuré. Pour retirer votre adresse, votre historique professionnel et votre affiliation politique des sites web et registres de courtiers en données. Cela pourrait entraîner la souscription de prêts frauduleux à votre nom ou permettre à des harceleurs de vous retrouver. De plus, il dispose d'une fonctionnalité de suppression personnalisée si vous souhaitez quelque chose d'un peu plus précis qu'une bombe atomique. Reprenez le contrôle de vos données sur incogni.com/William Spaniel. Utilisez le code promo William Spaniel pour bénéficier de 60% de réduction sur l'abonnement annuel, ce qui représente seulement 0,00000000166% de ce que les États-Unis ont dépensé pour la recherche, le développement, les essais et la fabrication de leur programme d'armes nucléaires pendant la guerre froide. C'est vraiment une bonne affaire. Et encore merci à Incogni d'avoir sponsorisé la vidéo d'aujourd'hui.
Je souhaite maintenant m'arrêter pour aborder un point important des relations internationales et savourer une victoire. Un thème récurrent sur cette chaîne est que la grande majorité des questions géopolitiques intéressantes sont sans réponse. Ce serait génial de pouvoir vous dire avec certitude comment la guerre en Ukraine va se terminer, mais cela exigerait que je connaisse des informations qui ne sont accessibles qu'au Kremlin, ainsi qu'un autre ensemble d'informations qui ne sont connues que de Kiev. Si les États gardent leurs secrets, un homme devant son clavier toute la journée reste impuissant. Malgré cela, l'une des grandes avancées pour quelqu'un qui aime suivre la géopolitique, c'est de réaliser qu'il est normal de ne pas tout savoir. Et en fait, il est plus intéressant d'essayer de comprendre les incitations stratégiques compte tenu de cette incertitude que de faire des prédictions exagérément confiantes. Cependant, il y a des moments où les événements internationaux sont entièrement prévisibles. Et c'est justement le cas ici. Si vous comprenez les logiques économiques qui sous-tendent l'OTAN, rien dans le fait que la Pologne construise des armes nucléaires n'a de sens. La France et le Royaume-Uni, comme toutes les autres puissances nucléaires, ne seraient pas ravis qu'un autre pays rejoigne le club, même si ce pays est un partenaire de l'Alliance. Pendant ce temps, je n'ai absolument aucune idée d'où la Pologne trouverait le budget pour caser un programme d'armes nucléaires. Il faut définitivement cesser de croire que les armes nucléaires sont aussi abordables que la protection de la vie privée en ligne. Ce n'est pas le cas. Varsovie devrait lourdement déséquilibrer son budget pour trouver une solution. Ce n'est pas réaliste alors que la Pologne consacre déjà près de 5% de son PIB pour avoir la meilleure infanterie d'Europe. Comment ces armes nucléaires empêcheraient-elles la Russie d'envahir la Slovaquie? Comment les armes nucléaires polonaises empêcheraient-elles la Russie d'envahir Narva? Comment des armes nucléaires estoniennes pourraient-elles empêcher la Russie d'envahir Narva? Bien sûr, on pourrait imaginer une histoire où les armes nucléaires feraient le travail. Mais il y a une tendance chez le grand public à considérer les armes nucléaires comme une solution miracle, ce qu'elles ne sont absolument pas. Et si vous n'en êtes pas sûr, demandez donc à l'Inde si cette théorie a bien fonctionné pour elle. En revanche, il est très facile d'expliquer comment 20 milliards de dollars supplémentaires dépensés pour la défense des frontières empêcheraient la Russie d'envahir. Cela empêche littéralement et physiquement la Russie d'envahir. Bien sûr, ce n'est pas ce qui se passe ici. En réalité, c'est l'expansion nucléaire de la France qui permet à la Pologne de continuer à acheter des projectiles de pacification de Poutine à proximité de la frontière. Et pour moi, c'est ça le point le plus important ici. Malgré les problèmes liés aux menaces nucléaires crédibles, l'extension des tentacules nucléaires vers l'Est donnera au moins à réfléchir au Kremlin. Et peut-être que la France n'irait pas jusqu'au bout quand il faudrait agir. Mais élaborer une nouvelle doctrine augmente le risque d'un certain type d'accident en cas de crise. Et cet aspect incontrôlable des armes nucléaires constitue en soi un moyen de dissuasion. Néanmoins, le fait que l'élargissement du parapluie français libère plus de fonds pour la défense conventionnelle aura finalement un effet dissuasif plus important. C'est ainsi que la sécurité collective a toujours fonctionné, et apparemment, c'est ainsi qu'elle continuera de fonctionner à l'ère actuelle des conflits mondiaux. Poursuivons en explorant un peu plus ce que la France fait réellement ici, ce que l'on comprend le mieux en le comparant au programme de partage nucléaire existant que les États-Unis dirigent. Et cette discussion fournit un contexte important pour la conversation sur la crédibilité que nous aurons ensuite. D'abord, les participants ne sont pas identiques. Les États-Unis travaillent avec l'Allemagne, l'Italie, la Belgique, les Pays-Bas et la Turquie. Ensuite, la France garde la décision et l'usage effectif de ses armes nucléaires. En revanche, l'arrangement des États-Unis est étrange. Les armes nucléaires actuellement déployées dans les pays partenaires restent sous le contrôle des États-Unis. Les alliés des États-Unis utilisent des avions à double capacité, permettant au président d'autoriser l'installation d'armes nucléaires américaines. À ce moment-là, la décision finale et le lancement pourraient revenir aux alliés. Cela crée de la crédibilité dans un cas limite où les États-Unis ne souhaitent pas être responsables du lancement, mais sont prêts à accepter toute sanction pour avoir fourni l'arme. La principale différence concerne le type d'arsenal. La France ne détient que des bombes stratégiques conçues pas pour détruire des villes. En revanche, les armes déployées par les États-Unis sont des armes nucléaires tactiques conçues pour produire une puissance explosive moindre et neutraliser des colonnes de soldats. Dès que les gens entendent le mot nucléaire, toute nuance disparaît.
Mais ces armes auraient des finalités très différentes. Vous pouvez imaginer qu'il est bien plus facile de menacer de lancer une arme nucléaire sur une masse de soldats russes que de bombarder Saint-Pétersbourg. Aux côtés de la France, les armes américaines pourraient aussi être davantage utilisées. Il est également question que les États-Unis étendent leur déploiement nucléaire le long du flanc Est. D'accord, la première chose que nous devons noter ici, c'est que nous devons absolument, impérativement, cesser de présenter cela comme étant une affaire Trump. D'une part, la probabilité que les armes nucléaires américaines soient pertinentes entre maintenant et janvier 2029 est faible. La principale menace pour l'Europe ne débutera qu'après la fin de la guerre en Ukraine. Ce conflit semble toujours aussi insoluble, cependant, et le compteur repart de zéro chaque matin lorsque nous nous réveillons avec de nouveaux rapports d'attaques de drones. Il vaut mieux voir cela comme Trump installant l'infrastructure que ses successeurs hériteront, et se demander moins s'il utiliserait l'arme nucléaire, mais plutôt si les présidents suivants le feront. Nous devons aussi faire évoluer le débat sur les révisions de la politique de sécurité après Trump. Il y a deux perceptions courantes à propos de ce qui se passe ici qui méconnaissent tant la politique et la stratégie géopolitique qui se jouent en coulisses. La première est que les menaces de Trump de tourner le dos à l'OTAN visaient à pousser l'Europe à dépenser davantage en collaboration avec les États-Unis, sans se sétuer les États-Unis. C'est pourquoi certains commentaires en ligne expriment de la colère face au retrait des moyens américains d'Europe, malgré l'engagement accru des partenaires de l'OTAN. Ce n'était jamais le but de tout cela. Tout l'objectif de l'augmentation des dépenses de défense européennes était que l'Europe soit principalement responsable de sa propre sécurité. En retour, les États-Unis auraient un plus de moyens ainsi dégagés pour être redéployés ailleurs, principalement vers l'Indo-Pacifique. Si les États-Unis égalisaient tout ce que l'Europe produisait, alors il ne resterait plus rien à envoyer ailleurs. C'est déroutant à cause de toute la diplomatie engagée dans cette décision. Cependant, la plupart de ces conversations servent à coordonner ce processus afin que l'Occident ne laisse pas de failles de sécurité inutiles. En second lieu, il s'agissait de discuter de ce à quoi s'attendre de Washington en cas de crise, étant donné que les États-Unis doivent également se préoccuper de ce qui pourrait arriver à Taïwan en même temps. Il n'a jamais été question d'établir un donnant-donnant. En fait, la hausse des dépenses de défense européennes a remplacé la puissance militaire américaine. Nous reviendrons dans un instant sur la notion de substitut comme concept central dans la stratégie militaire. L'autre idée reçue est que l'Europe doit simplement combler le fossé entre maintenant et 2029 lorsque les choses reviendront à la normale. Oui, en ligne, certains affirment de façon rétrograde que les États-Unis ne seront plus jamais dignes de confiance et que l'Europe doit rompre avec la relation transatlantique. Vous verrez que les décideurs n'y croient pas vraiment, car ils négocient encore des accords à long terme avec la Maison-Blanche de Trump. Mais cela manque l'essentiel. Se concentrer sur la question de savoir si l'Europe peut faire confiance aux États-Unis transforme cela en une discussion sur le fait de jouer à la roulette en 2028 sans savoir si la balle tombera sur un retour de Trump ou un retour à la situation d'avant. Ce n'est pas la bonne manière de présenter la situation. Cela focalise la conversation sur Trump au lieu d'analyser plus largement les intérêts américains. Permettez-moi d'être franc. Il n'y aura pas de retour à la situation d'avant. Chaque président américain, depuis la création de l'OTAN, a voulu que l'Europe dépense le montant approprié pour sa défense. Maintenant que cela semble enfin se produire, aucun prochain président n'annulera les politiques qui y ont conduit. Imaginons que le prochain président, même démocrate, annonce « et reprenons le subventionnement de la sécurité européenne ». Il serait littéralement démoli durant ce cycle d'actualité. Aucune chance qu'ils s'impliquent eux-mêmes. Ce qui changera probablement, c'est la civilité du dialogue transatlantique, ce qui permettra sans aucun doute aux diplomates européens de pousser un soupir de soulagement qu'ils retenaient depuis 4 ans à ce moment-là. Les Européens décidés à produire des armes faute de confiance envers les États-Unis pourront malgré tout sourire. Les dépenses militaires soutenues de l'Europe signifient qu'elle dispose d'un plus grand pouvoir de négociation pour influencer les stratégies de coordination de l'Alliance. De toute façon, nous devons discuter des nouveaux plans de déploiement des États-Unis. Pour l'instant, ce ne sont que des discussions internes au Pentagone. Je pense qu'il y a quelque chose malgré la juxtaposition étrange des États-Unis retirant des troupes conventionnelles tout en prévoyant d'augmenter les déploiements non conventionnels.
L'idée de base est d'élargir le programme existant, dans lequel les États-Unis travaillent avec leurs alliés via l'OTAN pour maintenir des avions à double capacité, ce qui permet ensuite le déploiement avancé d'armes nucléaires. La Pologne est en tête, mais contrairement au nouveau programme français, les États baltes sont aussi inclus dans la discussion. Pour vous donner un peu de contexte sur la situation, pendant la guerre froide, les États-Unis avaient jusqu'à 73 armes nucléaires prépositionnées en Europe. Aujourd'hui, il en reste environ 100 bombes, B-61, ces dispositifs tactiques dont nous avons parlé plus tôt. Et si vous connaissez un peu l'histoire stratégique de la guerre froide, cela pourrait commencer à avoir du sens à nouveau. Au plus fort de la menace soviétique, les États-Unis étaient extrêmement inquiets de la disparité des effectifs le long du rideau de fer. Les armes nucléaires tactiques devaient égaliser les forces, freinant les avancées soviétiques pour que les États-Unis rétablissent l'équilibre. Si les États-Unis veulent réduire leurs forces en Europe, nous revenons au même problème qu'avant. Les armes nucléaires tactiques sont la solution. J'ai vu des inquiétudes sur l'efficacité de l'arsenal seulement si sa menace est crédible. Eh bien sûr. Le retrait des troupes américaines de la région envoie un signal coûteux et négatif, remettant possiblement en cause tout l'exercice. Je pense qu'il y a 2 points à garder à l'esprit ici. Déployer des armes est aussi un signal coûteux. Je laisse aux adversaires des États-Unis le choix de juger si une forte hausse de la présence nucléaire américaine en Europe est plus ou moins menaçante que quelques milliers de soldats sur place. Il s'agit de déterminer si des troupes au sol et des armes nucléaires tactiques sont des compléments ou des substituts stratégiques. Ces concepts sont souvent négligés, sans doute car ils exigent de penser aux dérivés partiels croisés, mais ils restent essentiels pour une bonne politique militaire. Ne nous préoccupons pas de la question du signal envoyé pour l'instant en supposant que la détermination des États-Unis soit de notoriété publique. 2 types d'armes sont complémentaires si posséder une unité de l'une rend l'ajout d'une unité de l'autre plus intéressant. Elles sont des substituts si le fait de posséder une unité supplémentaire de l'une rend la prochaine unité de l'autre moins attrayante. À l'époque de la guerre froide, les États-Unis voyaient troupes et armes nucléaires comme substituts. L'absence de troupes sur le terrain augmentait la valeur des armes nucléaires déployées en avant. En somme, une vulnérabilité stratégique en Europe renforçait la crédibilité de l'usage d'armes nucléaires tactiques, faute d'alternatives viables pour les États-Unis. C'est pourquoi cela semble être une politique raisonnable, même si ce n'est peut-être pas exactement ce que l'Europe recherche. Cela permet aux États-Unis de rester présents en Europe tout en redéployant des ressources vers l'Indo-Pacifique. La mise en garde pour l'Europe, c'est que c'est que nous parlons toujours d'armes nucléaires. N'oublions pas que menacer de manière crédible d'utiliser des armes nucléaires reste toujours un défi. Quelles sont nos conclusions pour aujourd'hui ? La France veut élargir son parapluie nucléaire à l'Europe de l'Est. C'est un choix raisonnable vu la planification militaire globale de l'OTAN. Parallèlement, la planification militaire américaine dépasse largement l'administration Trump. Étendre le programme de partage nucléaire tactique des États-Unis est judicieux au vu des priorités mondiales du Pentagone. Merci à Incogni d'avoir sponsorisé la vidéo d'aujourd'hui. Allez sur incogni.com/William Spaniel et utilisez le code promo William Spaniel pour économiser 60% sur un abonnement annuel. Et si vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui, merci de liker, partager et vous abonner. Et je vous dis à demain. Prenez soin de vous.